Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu des nombres complexes, de leur forme trigonométrique et de leur forme exponentielle, et tout ce qui a trait au module et à l'argument d'un nombre complexe. Alors quand on pense à un nombre complexe, on a l'habitude d'écrire z égale a plus ib, où a est la partie réelle de z et b est sa partie imaginaire. Lorsqu'on écrit partie réelle et partie imaginaire d'un nombre complexe, et sa forme z égale a plus ib, on parle de forme algébrique du complexe, et on peut représenter cette forme algébrique dans le plan en plaçant sur l'axe des abscisses la partie réelle, sur l'axe des ordonnées la partie imaginaire, et le point n d'affixe z qui va avoir comme coordonnées a sur les abscisses et b sur les ordonnées, ce qui nous donne le point AB. Cette représentation-là s'appelle la représentation en coordonnées cartésiennes et elle est liée de très près à la forme algébrique d'un nombre complexe. Mais ce n'est pas la seule représentation qu'on a d'un nombre complexe. Un nombre complexe, on peut aussi imaginer le représenter en coordonnées polaires. Si je donne un point M d'affixe Z, je peux essayer de repérer ce point avec deux informations, comme dans les coordonnées cartésiennes, mais cette fois les informations, ce ne sera plus le projeter sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, mais ce sera la distance au centre du repère, qu'on va appeler petit r, et l'angle formé entre l'axe des abscisses et l'axe OM. Cet angle, on va l'appeler θ ici. R, ce sera le module de z, et on l'écrit avec une barre avant, une barre après, comme la valeur absolue, sauf que z ici est un nombre complexe, donc on ne parle pas de valeur absolue, mais de module. Et θ, ça va être l'argument de z, et on le note, θ égale arg de z. Ces deux informations, que ce soit le module ou l'argument, ce sont des informations qu'il va falloir qu'on lie de très près aux informations A et B, c'est-à-dire partie réelle et partie imaginaire d'un nombre complexe. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit capable de lier ces informations? C'est parce qu'il va falloir qu'on soit capable de passer de la forme algébrique avec une représentation en coordonnées cartésiennes à la forme trigonométrique et la représentation en coordonnées polaires pour un même nombre complexe. Et ce passage des coordonnées algébriques, coordonnées cartésiennes, à la représentation trigonométrique et aux coordonnées polaires va être très important dans de nombreux exercices et pour démontrer certains points de cours. De quoi est-ce qu'on parle précisément quand on parle de forme trigonométrique d'un complexe? On l'a vu tout à l'heure, un complexe, on a l'habitude de l'écrire sous sa forme algébrique, a plus ib, et donc de le représenter par un point M d'affixe Z qui a pour abscisse A et pour ordonnée B. Or, dans nos coordonnées polaires, ce qui devrait représenter la forme trigonométrique, on considère que M se trouve sur le cercle de centre O et de rayon R et forme un angle θ avec l'axe des abscisses. À partir du moment où je regarde cette représentation, ça me rappelle beaucoup le cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Donc pour R qui vaudrait 1. Pour R qui vaut 1, A et B sont définis comme étant le cosinus et le sinus de l'angle θ. Si je multiplie le rayon de mon cercle par R, toutes les longueurs sont multipliées par R, et donc A devient R cos θ, et B devient R sinus θ. Le complexe Z devient alors R cos θ plus I fois R sin θ, ce qui peut aussi s'écrire en factorisant par R facteur de cos θ plus I sin θ. Et c'est ce qu'on appellera la forme trigonométrique d'un complexe. Alors la question, c'est comment est-ce que je détermine R et θ à partir de A et B? Alors à ces deux questions, il y a une réponse simple et puis une réponse un peu plus compliquée. La réponse simple, ce sera pour R. Ici, on le voit bien, le rayon du cercle, et bien pour le calculer à partir de A et B, ça ne va pas être très compliqué. Si je regarde ce triangle ici, c'est un triangle rectangle dont la partie inférieure est A
et la partie supérieure est l'ordonnée du point M, c'est-à-dire B. En appliquant un théorème de Pythagore, on se retrouve donc avec a carré plus b carré qui vaut r carré, ou r qui vaut racine de a carré plus b carré. Donc on est capable de trouver r très rapidement. Le problème, ça ne va pas être de trouver r, ça va être de trouver θ, l'angle qui est formé. On peut trouver des formules dans certains cours qui nous donnent des arguments de z, donc l'angle θ, en fonction de a et b. Le problème, c'est que c'est toujours défini à 2π près, puisque mon point M ici, il correspond bien entendu à un angle θ, mais il correspond aussi à l'angle θ plus 2π, ou θ moins 2π, si je regarde dans l'autre sens. Et puis, je peux ajouter aussi 10π, 12π, n'importe quel multiple de 2π, ou retirer n'importe quel multiple de 2π, et retomber sur le même point M. Donc, quand on définit l'argument du point M, il va falloir qu'on parle d'argument dans sa mesure principale, c'est-à-dire par exemple entre 0 et 2π, ou entre moins π et π, si je décide de considérer l'axe vers la gauche comme étant mon axe de référence. Alors, pour définir l'angle θ, ou en tout cas pour définir l'argument en fonction de a et b, on va préférer une méthode qui est celle de reconnaître des valeurs particulières du cosinus et du sinus. Alors, mettons que l'on regarde le nombre complexe z, qui vaut racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Ici, racine de 3 sur 2 et 1 demi, ça doit vous rappeler des valeurs particulières du cosinus et du sinus. Ces valeurs particulières, ça serait l'angle θ, tel que cosinus θ vaille racine de 3 sur 2, et sinus θ soit le coefficient devant i, c'est-à-dire 1 demi. Alors, quel est l'angle θ dans une mesure principale, donc au choix entre 0 et 2π ou entre moins π et π, qui vérifie ces deux conditions? Eh bien, si on regarde dans notre quart de cercle trigonométrique, si on veut un cosinus de racine de 3 sur 2 et un sinus de 1 demi, on se retrouve avec un angle, ici, qui est un angle de π sur 6. On a donc envie de dire que l'angle θ ici, c'est un angle qui vaut π sur 6, toujours pareil, en mesure principale, ou alors π sur 6, mais à 2π près, on pourrait imaginer π sur 6 plus 2π par exemple, qui serait un angle qui conviendrait tout à fait. À partir du moment où j'ai trouvé mon angle θ, en reconnaissant les valeurs de cosinus et sinus, je peux écrire mon complexe z comme étant cosinus de π sur 6 plus i sinus de π sur 6. Et j'ai ici une forme trigonométrique du complexe z. Un deuxième exemple un peu plus compliqué, si je considère le complexe z qui s'écrit 2 moins 2i, je vais essayer de le transformer en forme trigonométrique. Alors, si j'essaie d'appliquer la méthode précédente, 2 devrait être cosinus θ et moins 2 sinus θ. Problème, je ne connais aucun angle qui a pour cosinus 2 ou pour sinus moins 2. Et pour cause, le cosinus et le sinus, ce sont des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 1. Mais si je me souviens bien, dans ma forme trigonométrique, je peux factoriser par r. R cos θ plus I sin θ. R étant le rayon du cercle sur lequel se trouve le point M d'affixe z, qu'on appelle aussi le module de z, et qui sera la racine carrée de a carré plus b carré. Donc ici, première chose à faire, je vais calculer le module de z, qui est cette valeur r, qui va valoir racine carrée de 2 au carré pour a, plus moins 2 au carré pour b, b qui vaut moins 2 dans ce nombre complexe. Alors si je fais ça, mon module ici, ce sera racine de 4 plus 4, c'est-à-dire racine de 8. Racine de 8, on peut aussi l'écrire 2 racines de 2, ce qui va simplifier un petit peu mes calculs. Je peux donc factoriser z par 2 racines de 2. Ça revient donc à mettre 2 racines de 2 en facteur, et 2 moins 2i divisé par 2 racines de 2. Je peux séparer cette fraction sur son numérateur, 2 racines de 2, facteur de 2 sur 2 racines de 2, moins 2 sur 2 racines de 2, i. Ici, j'ai des compensations,
2 et 2 s'annulent, 2 et 2 s'annulent, il me reste 2 racines de 2, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, i. Une fois que j'ai écrit mon nombre complexe sous cette forme, j'ai envie de reconnaître ici cosinus θ et ici sinus θ. Or, ces 1 sur racine de 2, ce ne sont pas des valeurs connues pour le cosinus ou le sinus. En tout cas, pas sous cette forme. Je sais que quand j'ai une fraction, j'ai généralement pas envie de laisser des racines au dénominateur. Donc ici, on va multiplier ma fraction au numérateur et au dénominateur par racine de 2 pour se débarrasser de ce racine de 2 au dénominateur. On se retrouve donc avec 2 racines de 2, avec racine de 2 sur racine de 2 au carré, ce qui fera 2, moins racine de 2 sur racine de 2 au carré, ce qui fera 2, et on n'oublie pas le i. Et ici, je reconnais un cosinus et un sinus. Je voudrais avoir cosinus θ qui vaut racine de 2 sur 2, et sinus θ qui vaut moins racine de 2 sur 2. Alors, quel est l'angle associé à cosinus θ qui vaut racine de 2 sur 2 et sinus θ qui vaut moins racine de 2 sur 2 ? Bien, comme le cosinus est positif et le sinus est négatif, on va se trouver dans le bas à droite du cercle trigonométrique. Racine de 2 sur 2 pour le cosinus, moins racine de 2 sur 2 pour le sinus. On se retrouve donc avec un angle qui sera moins pi sur 4, puisque je le regarde dans le sens trigonométrique et qu'ici je déroule dans le sens horaire. J'ai donc un signe moins qui apparaît. Alors, sachant ça, le cosinus que l'on cherche, c'est le cosinus de l'angle moins pi sur 4. Le sinus que l'on cherche, c'est le sinus de l'angle moins pi sur 4. On va donc pouvoir remplacer notre racine de 2 sur 2 ici et notre moins racine de 2 sur 2 ici par cosinus de moins pi sur 4 et sinus de moins pi sur 4. Finalement, notre complexe z, qui était 2 moins 2i, eh bien, il va s'écrire 2 racines de 2, ce qui est son module, cosinus de moins pi sur 4, plus i, sinus de moins pi sur 4. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la forme trigonométrique de ce nombre complexe z. Je rappelle donc les étapes pour transformer un nombre complexe de sa forme algébrique z égale a plus ib à sa forme trigonométrique z égale module de z fois cos θ plus i sinus θ. Pour faire ça, première étape, on calcule le module de z, ce que j'ai appelé r durant cet exposé, qui est la racine de a carré plus b carré. Deuxième étape, on factorise par z, par le module de z. On factorise par le module de z. Et troisième étape, on reconnaît sinus et cosinus dans la partie imaginaire et la partie réelle de notre nombre complexe. Alors, je vous ai parlé en début de vidéo de 3 formes pour les nombres complexes. La forme algébrique, a plus ib, la forme trigonométrique que l'on vient de voir, module de z fois cosinus argument de z plus i sinus argument de z, qu'on va ici écrire θ, et une troisième forme que j'ai appelée la forme exponentielle, qui, elle, sera égale au module de z exponentielle iθ, avec le même θ, qui est l'argument ici, que à l'intérieur du cosinus et du sinus. Alors, pourquoi une fonction exponentielle intervient ici au milieu des nombres complexes? A priori, il n'y a pas de lien évident entre cosinus, sinus et la fonction exponentielle. Eh bien, en fait, il se passe quelque chose d'assez particulier si je regarde 2 fonctions bien choisies. Si je regarde la fonction f, qui à θ associe cosinus θ plus i sinus θ, et que je regarde la dérivée de cette fonction, eh bien je me rends compte que c'est la dérivée de cosinus, qui vaut donc moins sinus θ, plus i fois la dérivée de sinus, qui elle sera cosinus θ. Et a priori, pas de lien évident entre ces 2 fonctions. Mais si je regarde i fois f de θ, là je me rends compte de quelque chose. I fois f de θ, ça va être i cosinus θ plus i carré sinus θ.
Or, i carré, c'est la définition de l'imaginaire pur i, ce sera moins 1. Donc tout ça, ça va être moins sinus θ plus i cosinus θ. Et ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle la fonction f'. On se rend donc compte que si je regarde f' de θ, ça va être égal à i f de θ. Bon, mais qu'est-ce qui se passe si je regarde exponentielle de iθ? Je vais l'appeler g. G qui va être exponentielle de iθ, la dérivée de g, ça va être la dérivée de iθ, c'est-à-dire i, multipliée à exponentielle iθ. C'est-à-dire i fois g de θ. La fonction f ici et la fonction g ici vérifient donc le même genre d'égalité. f' de θ, c'est if de θ, g' de θ, c'est ig de θ. Ça veut dire que dans les deux cas, on peut définir la dérivée comme étant i fois la fonction. Il ne manque donc plus qu'il y ait égalité en un point pour que ces deux fonctions qui ont la même équation différentielle, qui ont la même équation entre la fonction dérivée et la fonction f, soient égales. Alors, je viens de parler d'égalité en un point. Quel point on pourrait choisir? Eh bien, si on regarde pour θ qui vaut 0, qu'est-ce qui se passe si on calcule f de 0? F de 0, ça va être cosinus de 0 plus i sinus de 0, ce qui va être cosinus de 0, valeur particulière 1, plus i fois sinus de 0, valeur particulière 0. Et donc finalement, ça fera 1. Qu'est-ce qui se passe si je regarde g de 0 maintenant? G de 0, ça va être exponentielle de i fois 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, ce qui fait encore une fois 1. Ce qu'on est en train de dire, c'est donc que la fonction f et la fonction g sont égales en un point, et qu'à partir de ce point-là, on peut définir les dérivées de ces fonctions comme étant des dérivées égales, qui vont suivre exactement la même loi. Comme f et g sont égales en un certain point, leurs dérivées sont égales en ce même point, et on va pouvoir étendre cette propriété sur la totalité de la courbe. Les fonctions f et g sont donc égales. Alors une démonstration un peu plus propre que ça de ce théorème se trouve dans votre polycopier de cours, mais l'idée principale qui est derrière, c'est ça. Et donc, la fonction cosinus θ plus isinus θ va se comporter comme une exponentielle complexe, c'est-à-dire une exponentielle de iθ. Et cette propriété-là va beaucoup nous aider. Parce que travailler avec cosinus et sinus, c'est toujours un peu compliqué. Si on essaye de regarder une somme ou un produit à l'intérieur d'un cosinus ou un sinus, ce ne sera jamais quelque chose de vraiment simple. On a beaucoup de formules de trigonométrie derrière ça. Par contre, on le sait depuis la terminale, mais travailler avec une fonction exponentielle, et ça c'est beaucoup plus simple. La fonction exponentielle elle est égale à sa dérivée, la fonction exponentielle elle suit des règles de calcul qui sont relativement simples, et on sait énormément de choses sur la fonction exponentielle que vous maîtrisez généralement très bien. Donc travailler avec la forme exponentielle, ce sera beaucoup plus simple que travailler avec la forme trigonométrique. Et en plus de ça, on voit que la forme exponentielle, elle suit exactement les mêmes règles que la forme trigonométrique, en ce qu'elle se pose sur le module de z et l'argument de z. On va donc finalement avoir deux formes de travail vraiment importantes. La forme algébrique avec a plus ib et les représentations en coordonnées cartésiennes dans le plan, et la forme exponentielle avec module de z et argument de z, qu'on va ici appeler θ, qui vont être représentés par les coordonnées polaires, c'est-à-dire sur le cercle de centre R avec un angle θ. Et finalement, notre forme trigonométrique qu'on a vue au début, elle nous sert de forme de transition entre la forme algébrique et la forme exponentielle. Donc, sur un exemple, si on reprend le complexe qu'on a vu tout à l'heure, z qui valait 2 moins 2i, pour lequel on a dit qu'il s'écrivait sous sa forme trigonométrique 2 racines de 2 cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4, et bien finalement, on peut donner la forme exponentielle de ce nombre complexe. La forme exponentielle, ce sera 2 racines de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Donc ça, ce passage de la forme algébrique à la forme exponentielle, il passe notamment par le passage de la forme trigonométrique, qui est le passage qui va nous demander du travail, comme on l'a vu en début de vidéo.
A l'inverse, si je donne un complexe dans sa forme exponentielle, mettons 3 exponentielle de i pi sur 2, je dois être capable de donner la forme algébrique de ce complexe. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Exponentielle i pi sur 2, j'ai absolument aucune idée de ce que ça vaut. Par contre, je peux l'écrire sous sa forme trigonométrique. 3 fois cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et autant exponentielle de i pi sur 2, aucune idée de sa valeur, autant cosinus de pi sur 2, je connais, c'est une valeur particulière du cosinus qui vaut 0, et sinus pi sur 2, je connais aussi, valeur particulière du sinus qui vaut 1. On aura donc finalement 3 facteurs de 0 plus i, c'est-à-dire 3i. Et on a trouvé ici une forme algébrique de notre complexe, z, il va s'écrire 0 plus 3i, 0 c'est sa partie réelle, et 3 sa partie imaginaire. On arrive donc à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ces quelques exemples vous auront permis de comprendre comment on passe d'une forme algébrique à une forme trigo, puis à une forme exponentielle, et inversement, et que ça vous aidera à faire les exercices de la feuille d'exercice. Bien entendu, vous aurez des corrigés à côté, et je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un bon travail.